Notre session. Alors, bienvenue et bonjour à tous pour donc ce sixième épisode des Web Café de la maturité en projet. Aujourd'hui, nous allons prolonger le thème autour des outils de pilotage de portefeuille projet, car nous avons le plaisir et sommes heureux d'accueillir aujourd'hui donc Michel Operto, blogueur expert sur la gouvernance de portefeuille projet. Bonjour Michel. Bonjour Hélène, je suis aussi très heureux d'être avec vous aujourd'hui, merci. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis. On va passer ces 30 minutes ensemble. Est-ce que déjà on peut peut-être, pareil, au travers de la fenêtre chat, nous dire que vous entendez bien Michel Operto, puisqu'on est tous à distance aujourd'hui, donc on sollicite cette plateforme GoToMeeting. Est-ce que tout le monde donc a bien entendu Michel Operto? Est-ce que le son est tout bon pour vous? Voilà, donc ça a l'air d'être OK. Donc, tout simplement, je vous rappelle que ces Web Café s'inscrivent dans un programme complet de sessions tout au long de l'année et qui aborde le thème, je dirais, majeur du management de portefeuille projet, management des projets. Vous trouverez d'ailleurs l'ensemble de la programmation sur notre site web dont je vous présenterai l'adresse en fin de session. Quelques règles, je dirais, pour gérer au mieux ce webinaire. Donc, c'est une durée de 30 minutes. On sera vigilant à respecter ce timing. Sachez qu'effectivement, vous avez la possibilité de vous adresser donc aux animateurs au travers d'une fenêtre de chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos remarques, vos réflexions pendant notre intervention. Et puis, nous prendrons quelques minutes en fin de webinaire pour traiter vos commentaires. Donc, avant de commencer, je dirais, dans le vif du sujet, je vais me présenter pour les quelques auditeurs qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Hélène Noguès-Brunet, je suis consultante senior au sein du cabinet conseil IPCAR et j'accompagne à ce titre les organisations dans la mise en place de leur démarche de gouvernance de portefeuille projet en adéquation avec leurs besoins, leur métier, leur culture et surtout les acteurs projets. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés pour ce Web Café donc Michel Operto. Michel, je vous laisse peut-être quelques mots de présentation pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Michel Operto, je fais du management de projet depuis 20-25 ans, un petit quart de siècle. J'ai fait pas mal aussi de management de portefeuille de projet, notamment dans mes dernières expériences au sein d'un service informatique d'une très grande entreprise mondiale. Et c'est là-dessus que je vais partager aujourd'hui. En dehors de ça, j'anime aussi un blog sur le management de projet qui s'appelle Dentsu PM, qui traite un peu de toutes les problématiques autour du management de projet, de la gouvernance de projet, puis aussi du leadership, du management, des soft skills, etc. Et sur mon travail, je dirais, de jour, je suis directeur d'un programme marketing dans un grand groupe de télécom. D'accord, donc une belle, je dirais, palette de compétences, de connaissances dans ce quart de siècle, comme vous le décrivez, Michel. Eh bien, on va justement mettre à profit toutes vos connaissances pour nourrir le sujet du jour, donc sur les outils et plus largement sur la gouvernance. Quelques mots sur notre cabinet ICAR pour juste introduire cette session. Se dire que effectivement le cabinet ICAR a à cœur de se présenter comme un pur project player, à savoir que notre métier est uniquement centré sur le développement de la maturité en gouvernance de portefeuille projet auprès des organisations, aider les compétences et individuelles et de l'organisation vers les marches de la maturité en projet. Et grâce à une forte, je dirais, capacité de conseil et d'accompagnement, nous intervenons à trois niveaux. Au niveau effectivement de la gouvernance du portefeuille, mais aussi celui
aussi du système d'aide à la décision et des outils PPM. Et nous avons également un accompagnement sur l'univers de la méthodologie de gestion de projet et des collaborations entre les métiers et les projets. Si vous voulez savoir dans quel, je dirais, univers d'activité nous intervenons et pour quel type d'organisation, cette slide vous présente assez rapidement les principales d'entre elles. Vous comprendrez que nous intervenons aussi bien dans les organisations publiques que privées, que nous n'avons pas de secteur de spécialisation en termes, je dirais, de secteur d'activité. C'est une vraie volonté de notre part chez ICAR, mais vraiment d'adresser le sujet de la gouvernance de façon transversale, en s'adaptant bien sûr à vos exigences, vos processus, vos spécificités. Néanmoins, le sujet est, je dirais, traité et abordé de la même façon, en tout cas avec nos mêmes convictions. Vous pouvez quand même comprendre au travers de ces quelques logos que l'univers de la santé, de la banque, de l'industrie, mais aussi de la formation sont adressés dans nos références clients. Un dernier mot aussi sur cette plateforme d'outils, puisque je vous présentais en tant qu'expert pure project player. Notre démarche est outillée au travers de différents supports. Le premier constitue le socle méthodologique de l'ensemble de notre démarche, le référentiel du système de management des portefeuilles projets, SMPP, labellisé par Bureau Veritas et qui effectivement porte différents outils qui accompagnent les organisations. Vous avez sur la partie gauche de l'écran profilprojet.com et testmaturité.com qui sont deux e-quiz qui servent en fait à auditer et à auto-évaluer en fait votre organisation face à ces projets, mais aussi votre posture de manager projet. Donc ça, c'est au travers de profilprojet.com. Et puis, nous avons au sein de cette plateforme notre outil PPM, Suite Projet, et également un Serious Game, un Simul Projet, là, qui a une vocation plus pédagogique dans effectivement l'implication des équipes de direction dans le développement du mode projet au sein de l'organisation. Alors on va arriver sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, donc l'outil PPM, peut-être une idée maîtresse qui transparaît dès cette première slide, hein, en sachant qu'effectivement chez ICAR on a, je dirais, une forte conviction que l'outil n'est pas un moyen, mais bien n'est pas une fin, pardon, mais bien un moyen pour servir la gouvernance de portefeuille projet. Et aujourd'hui, finalement, Michel Operto, on se disait que pour repositionner cette problématique du choix d'un outil que souvent finalement les organisations ont dans cette démarche de maturité, vous souhaitiez nous partager votre expérience sur la mise en place justement d'une démarche PPM, de Project Portfolio Management, et notamment ses points forts. Donc, quels ont été finalement, vous, Michel Operto, les temps forts de cette expérience? Je crois que vous avez eu l'opportunité de mettre en place cette démarche. Oui, tout à fait. Donc, nous arrivions d'un environnement dans la division informatique où nous avions fait un merge de 3 organisations par suite d'acquisitions successives de différentes entreprises et de fusions. Et on avait donc un système informatique qui était vraiment très hétérogène, avec de très nombreux projets à droite et à gauche, des plateformes pas forcément compatibles, et bien sûr des divisions informatiques qui étaient séparées et qu'il fallait arriver à fédérer et organiser ensemble. Donc, ce retour d'expérience est vraiment dans le cadre de la mise en place du management de portefeuille de projet d'une division informatique unifiée, où le premier des objectifs, c'était d'abord de s'aligner, essayer de bien comprendre tous ensemble quels sont les objectifs de l'entreprise, de la division informatique, et suite à ça, arriver à mettre en place des objectifs très clairs sur la sélection des projets qu'on va conserver, la sélection des projets qu'on va devoir arrêter, leur alignement sur les stratégies business et informatique, et puis aussi leur cohérence d'ensemble.
Donc, on voit ici qu'il y a par exemple quatre types d'objectifs. Le premier, c'est le retour sur investissement. Donc, c'est clair qu'il faut qu'on arrive à juger des projets, les comparer entre eux. Et en termes financiers, c'est souvent le ROI qui est considéré pour comparer des projets entre eux qui peuvent être de tailles diverses et puis impacter des divisions différentes au sein de l'entreprise. Oui. Au niveau alignement stratégique, au départ, ce qu'on avait, c'est que finalement, celui qui parlait le plus fort ou qui avait le plus de poids dans l'organisation au niveau management à l'instant T arrivait à faire passer quasiment tous ses projets et puis les autres repassaient beaucoup plus tard dans la liste des priorités. Donc, il fallait qu'on arrive à avoir une stratégie claire et ensuite s'aligner et arrêter d'avoir ces querelles de chapelle et puis laisser celui qui est le plus fort à l'instant T dicter un peu sa loi sur le reste de l'entreprise, Mhm. tout en impliquant les clients le plus tôt possible dans les projets et en étant totalement transparent sur quels étaient les critères qui permettaient de dire qu'un projet allait être retenu ou bien qu'il allait être arrêté ou bien pas commencer tout de suite, mais peut-être commencer plus tard. L'autre objectif, bien sûr, c'est comme on avait trois divisions immergées en une, on avait énormément de projets, certains redondants, donc il fallait arriver à limiter le nombre global de projets. Et souvent, ce qui se passe quand on veut limiter le nombre, c'est que les gens sont pas imbéciles, donc ils essayent de regrouper leurs projets sous une bannière. Donc à la sortie, on a moins de noms de projets identifiés, mais on a toujours la même quantité de travail à faire. Mhm. Alors que là, il fallait vraiment faire un travail de limitation du nombre réel de projets et non pas regrouper les projets en programmes pour en faire passer davantage. D'accord. Et puis la partie cohérence globale est aussi critique, hein, avec à la fois une cohérence d'architecture informatique, une cohérence de stratégie, une cohérence aussi de balance dans les investissements entre des petits projets, des gros projets, des projets qui sont sur un temps long, d'autres sur un temps plus court. Mhm. Donc c'était un peu l'ensemble des objectifs de la démarche PPM telle que nous l'avons vécue au départ. D'accord. Vous vouliez nous rappeler peut-être quelques éléments en fait qui structuraient cette démarche, notamment en termes de définition de Oui, c'est PPM? assez simple en fait. En partant du bas, hein, on voit qu'on a d'abord les projets. Les projets, il faut pas oublier les projets qu'on appelle souvent dans les entreprises internationales le business as usual, donc des projets qui font partie de la monnaie courante et qui des applications qui ont déjà été développées, donc il va falloir faire de nouvelles versions, de légères améliorations, etc. Et puis les nouveaux projets qui sont eux totalement nouveaux et qui vont nécessiter de mobiliser peut-être davantage de compétences, mais les deux sont importants dans l'entreprise et il faut que le portefeuille soit capable de gérer aussi bien les projets existants et qui ont une durée de vie qui peut durer assez longtemps dans les entreprises. C'est pas rare d'avoir des applications qui ont 15 ou 20 ans dans l'entreprise. Ouais. Et puis, en dehors de ça, de nouveaux projets. Le programme, c'est un regroupement de projets sur un objectif business commun, avec en général une structure de management de programme. Et puis le portefeuille, c'est l'ensemble de tous les projets et programmes entrepris pour nous dans le cadre de notre division informatique. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur je dirais les rôles, les responsabilités des acteurs qui ont été, je dirais, intégrés à cette démarche? Donc c'était un des points clés, je pense, de bien définir les rôles et responsabilités de chacun au Ouais. sein de la démarche de portefeuille de projet, de priorisation du portefeuille. Il y Mhm. a d'abord le client qui va exprimer des besoins et puis des priorités sur ces besoins. Ensuite, il va y avoir une équipe au sein du portefeuille qui va essayer d'instruire ces dossiers, d'analyser les besoins, d'aller un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que ça voudrait dire que de réaliser ces choses. Il y a le portfolio manager qui était mon rôle, où ce qu'il fallait que je fasse, c'était surtout préparer les dossiers pour décision du projet de comité. Et D'accord. quand on dit préparer les dossiers, ça veut dire aussi challenger un peu les dossiers qui nous arrivent pour ne pas aller devant un projet de comité et présenter au projet de comité des choses qui ne tiennent pas la route. Mhm. Et puis, une fois que le projet de comité, dont le rôle lui est de décider, être capable ensuite de manager l'ensemble du portefeuille et de faire un reporting régulier sur l'avancement des projets et programmes au sein du portefeuille et surtout est-ce que les métriques qu'on avait établies au départ sur ces projets sont bien respectées. D'accord. Alors, une fois je dirais, ces rôles et responsabilités décrites et clairement établis, finalement, quel a été le processus mis en place?
Comme c'est indiqué là sur l'écran, la première étape, c'est faire un inventaire. Un inventaire, dans notre cas, c'était l'inventaire de projets qui existaient dans 3 divisions différentes, arriver à les regrouper, arriver à comprendre quels sont tous les projets, mais aussi quels sont tous les budgets. Souvent, les budgets informatiques sont heureusement dans le département informatique, mais Mhm. pas seulement. Et en fonction des cultures historiques des entreprises, il y avait chez nous beaucoup d'endroits où finalement c'était des divisions business, le marketing ou bien les opérations, qui avaient leur propre petit budget informatique Ah oui. qui se gardaient pour eux-mêmes d'ailleurs et qui ne voulaient pas forcément mettre trop en évidence ni partager. Mhm. Donc il a fallu creuser pour arriver à trouver tous les budgets qui existaient dans l'entreprise au niveau informatique, à la fois dans les systèmes, dans les organisations informatiques et puis aussi dans les organisations business, marketing, Ouais, opérations, vente, etc. d'accord. Et alors finalement sur les critères je dirais de sélection pour prioriser ce portefeuille de projet, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Quels ont été en tout cas Moi, votre credo? ce que je retiens sur les critères, je pense qu'ils vont être différents sur toutes les entreprises, hein. Mais ce qui est le plus important sur les critères, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table d'un niveau très senior dans l'entreprise. Dans mon cas, on avait donc le PDG et puis tous ces direct reports qui ont travaillé sur l'établissement des critères au départ et ensuite ils ont nommé des responsables chez eux pour aider à travailler sur ces indicateurs et à les produire pour chacun des projets. Ouais, Mais l'essentiel, c'était de rester à un nombre de critères très limité. ouais. Il ne faut pas en avoir trop. Nous, on en avait 5 finalement qui nous servaient à prioriser les projets. Il faut aussi qu'il soit extrêmement simple, facile à comprendre et sans ambiguïté. Il faut qu'il soit le plus factuel possible. Il faut qu'on arrive derrière à chiffrer les choses, que ce soit pas que du ressenti et du subjectif, mais que ce soit réellement objectif et qu'on arrive à factualiser ces critères pour que quand on les mette dans la balance, personne ne discute du poids accordé aux critères pour un projet donné. Mhm. Et puis, ce qu'on s'est attaché à faire aussi, c'est cette unicité qui est indiquée sur ce transparent, de dire on ne va pas essayer de reproduire ou de créer de nouveaux critères nécessairement qui n'existeraient pas. S'il y en a qui existent déjà et qui sont bons et qui sont déjà pas mal répandus, Ouais. autant reprendre cela, ça ira beaucoup plus vite. Et Mhm. puis, on aura un effort moindre à faire aussi Voilà. de formation des gens sur les critères. Mhm. D'accord. Alors, si vous pouviez nous expliquer les 5 principaux que vous aviez justement, vous, retenus en exemple de Ben, critères. oui, bien sûr. Le premier, c'était le niveau d'investissement à accorder au projet. Et quand on dit investissement, il faut comprendre tous les coûts directs de l'IT, mais de l'informatique, mais aussi tous les coûts côté business, euh, les coûts en cycle de vie du projet aussi, pas seulement pour au départ créer la nouvelle application ou le nouveau système ou la nouvelle plateforme, mais aussi pour la maintenir pendant toute la durée de vie du projet, Mhm. considérer les ressources internes et externes, les ressources capitalisables et puis non capitalisables, et puis tous les frais annexes autour du projet, les frais de déplacement, de réunion, de rencontres, etc. Il faut arriver à prendre tous ces coûts en compte. Donc on avait fait une liste de tous les coûts qui rentraient dans cette catégorie investissement et systématiquement, il fallait pour chaque projet arriver à lister quels étaient les coûts prévisionnels sur le projet. D'accord. Le deuxième, c'est l'alignement. Donc l'alignement sur les stratégies business, mais aussi l'alignement sur le cinquième critère au niveau technique. Donc les alignements à la fois business et technique sont importants sur le choix des projets dans l'informatique. Le retour sur investissement, bien sûr, combien de que ça va rapporter ce projet. Et dans notre cas, on avait un critère supplémentaire qui était ce qu'on appelle le payback period. Donc, au bout de combien de temps le projet aura-t-il payé pour lui-même? Au bout de combien de temps est-ce qu'on aura accumulé suffisamment de bénéfices du projet pour compenser les coûts initiaux d'investissement dans le projet? Ouais. C'était une période très difficile, c'était il y a une grosse dizaine d'années, donc les temps étaient très durs au niveau financier. Il fallait vraiment surveiller le payback parce qu'on n'avait pas beaucoup de cash flow à dépenser, à investir dans des nouveaux projets.
Ouais. Et puis le quatrième critère, c'est la probabilité de succès. Essayer de manière objective de dire combien de chances finalement a ce projet de réussir en prenant en compte notre expérience précédente sur ce type de projet, les technologies impliquées, est-ce qu'elles sont matures, est-ce qu'elles sont nouvelles, est-ce qu'on les maîtrise bien même si elles sont anciennes, Mhm. est-ce qu'on a déjà toutes les compétences ou bien est-ce qu'il va falloir acquérir de nouvelles compétences et puis les risques éventuels de dérapage dans l'obtention de certaines machines ou bien de certains logiciels. D'accord. Très bien. Et finalement, je dirais, au-delà donc de cette mise en place hein, de critères je dirais de sélection, quoi, d'évaluation des projets, Mhm. vous avez utilisé aussi d'autres supports pour alimenter finalement cette démarche. Oui, je pense que ce qui est clé, c'est surtout de bien comprendre que pour moi, le travail du portfolio manager, du moins dans mon cas, mais je pense que c'est souvent le cas, c'est Mhm. pas de prendre les décisions, mais c'est vraiment de préparer une décision Ouais. d'un board stratégique au niveau de la boîte. Donc, il faut qu'on arrive à instruire les dossiers de manière suffisamment claire, de Mhm. manière non ambiguë, pour qu'ensuite, eux, avec à la fois les critères qu'on va leur donner et puis leur connaissance du business, leur connaissance de l'industrie, Mhm. prendre les décisions sur quels projets garder ou pas garder dans le portefeuille, Mhm. lesquels lancer et lesquels éventuellement arrêter, même s'ils avaient été démarrés au préalable. Ouais. Donc pour faire ça, il y a cette petite matrice assez simple qui donnait une bonne indication. On a sur l'horizontale donc le niveau d'alignement stratégique du projet par rapport à la stratégie business de l'entreprise. Donc ça peut aller de very low très basse à gauche, donc un très faible alignement business, jusqu'à un alignement business parfait, très haut sur la droite du carré, du Ouais. rectangle. Et puis ensuite, on avait en verticalité le niveau d'investissement requis pour le projet, parce qu'on était dans une période assez difficile avec des budgets très tendus. Et donc, c'était un critère clé pour nous que de considérer quel était le niveau d'investissement qu'on allait devoir accorder à ce projet, parce qu'on n'avait pas un budget infini à ce moment-là à allouer au projet. Ouais. Donc on voit que les projets qui étaient relativement peu chers et puis très bien alignés sur la stratégie de l'entreprise ressortaient dans les carrés verts de ce graphe et donc avaient beaucoup plus de chances de passer les premiers écrans que les suivants. Il faut Mhm. voir que l'objectif de ce type de tableau, hein, c'est surtout la partie rouge qui permet effectivement d'éliminer quelques projets qui vraiment n'ont pas beaucoup de sens parce que celui-là, le projet G par exemple, il coûtait très cher et puis il était très mal aligné sur la stratégie de l'entreprise. Donc Mhm. typiquement, c'est un projet qui est un bon candidat pour soit ne pas être démarré, soit être arrêté immédiatement. D'accord. Ce que vous dites aussi, Michel, pour avoir discuté aussi au préalable ensemble, hein, c'est qu'effectivement, il faut quand même éviter, enfin, en tout cas, faire attention à pas se laisser leurrer en fait par ces représentations graphiques Tout à qu'offrent fait. justement les outils C'est PPS. vrai, et d'ailleurs, un PDG peut très bien dire que finalement, ben, le projet F, il paraît pas très bon sur ce chart. Mais on va le faire quand même parce que lui, il a la vue business qui sait que d'ici 3 4 ans, ça va devenir encore plus important que maintenant. Il ne peut pas louper ce virage Mhm. technologique ou ce virage business et donc il a besoin impérativement d'avoir ça. Il y a un autre aspect à prendre en compte aussi, c'est l'aspect balance. Si on se fie qu'à ce modèle-là, on va avoir tendance à ne lancer que de tout petits projets. Ouais. Or, une entreprise, elle se fait pas qu'avec des petits projets. Les petits projets en font partie, mais il faut arriver à avoir un bon mix de gros projets et de petits projets pour arriver au fil du temps à réellement amener le. Ah, on a perdu l'écran, je crois. Oui, voilà, ça y est, hop, là c'est Ça cool. revient. D'accord. Pour arriver au fil du temps à réellement atteindre tous les objectifs de l'entreprise. Donc la notion de mix et puis de compréhension du business sont importantes dans la lecture de ce type de tableau. D'accord. Vous aviez aussi utilisé un autre type de tableau. Alors attendez, je vais essayer. Voilà, hop là. Oui, C'est c'est aussi un passé. support que vous avez. Oui, en effet, c'est un tableau croisé en fait entre les bénéfices escomptés de chacun des projets et puis le niveau de risque qu'il fallait prendre pour réussir
ce projet ou pas. Donc on voit qu'il y a certains projets qui sont très risqués et qui vont pas forcément rapporter énormément de bénéfices à l'entreprise. Donc ceux-là sont bien sûr questionnables. D'autant plus si sur le carré précédent, ils étaient déjà dans une zone rouge ou orange, ça indique encore plus le problème avec ce type de projet. Et puis la grosseur des bulles, Mhm. elle indique en fait le niveau de coût et d'investissement qu'il va falloir accorder au projet. Donc plus la bulle est grosse, plus c'est un projet qui va demander D'accord. beaucoup d'investissement. Donc on s'attendrait à ce que ces projets-là aient un taux de succès escompté beaucoup plus fort, donc des risques plus faibles, et puis un investissement qui lui peut être relativement important si bien sûr les bénéfices sont en proportion. D'accord, très bien. Et finalement, pour, je dirais, apporter une conclusion sur cette expérience, qu'est-ce que vous retiendriez? Moi, ce que j'ai retenu de cette expérience, sur le côté positif, c'est que ça a forcé une discussion au niveau les plus hauts dans l'entreprise de quelle était réellement la priorité en transverse sur l'ensemble des divisions, quelles étaient les vraies priorités de l'entreprise. Donc, ça a forcé un alignement un peu par le portefeuille de projets informatiques, que les gens soient obligés de se parler et d'aligner leurs objectifs aussi côté business. Ça a permis d'avoir une très grande transparence sur pourquoi on faisait tel projet ou pourquoi on ne faisait pas tel autre projet. Et puis, ça a permis, grâce à un très fort buy-in de l'exécutif, donc un très fort support du PDG, d'arriver à apporter réellement une valeur à l'entreprise et arriver à stopper un certain nombre de projets que l'on voyait, nous, de toute manière voués à l'échec ou à pas rapporter ce qui était attendu d'eux, mais Ouais. qu'on avait du mal à stopper parce que les sponsors business, eux, étaient catégoriques sur le fait qu'ils avaient besoin de cette application. Et D'accord. puis, par contre, sur le côté à droite, un peu plus négatif, euh, il y a eu au cours de l'implémentation du portefeuille beaucoup de pression financière parce que les conditions globales de notre marché s'étaient détériorées. Donc, les pressions business ont fait que certains des facteurs ont pris plus de poids et c'est souvent malheureusement les facteurs financiers uniquement qui ont pris plus de poids dans les décisions. Ouais. Il y a eu aussi un certain nombre de réorganisations qui ont été coûteuses pour nous parce qu'à chaque fois qu'on réorganise, eh ben, il y a un nouveau joueur qui arrive, il faut lui réexpliquer les règles, reprendre les critères, renégocier ces critères avec lui parce qu'il peut avoir d'autres vues que ses prédécesseurs sur les critères choisis. Et Mm. puis il y a l'habituelle résistance au changement à combattre sur l'implémentation d'un tel portefeuille de projet où certaines personnes se sentent un peu dépossédées de leur pouvoir. Et dans une certaine mesure, c'est un peu vrai puisqu'on on veut arriver à des décisions plus collégiales et un peu moins individuelles. Hmm. D'accord, très bien. En tout cas, alors, si on poursuit hein, les quelques minutes qui nous restent sur je dirais le zoom de l'outil PPM, pourquoi faire finalement un outil PPM? On comprend bien que au travers de votre retour d'expérience, Michel, que la problématique de l'outil se pose relativement rapidement pour structurer cette démarche de gouvernance. Alors ici, j'irai assez vite, mais quand même de se rappeler qu'effectivement aujourd'hui, bah, un bon nombre d'organisations se posent la question, voilà, de l'outil et peuvent adresser le sujet de la mise en place en fait d'une gouvernance ou en tout cas de son développement, souvent au travers de l'outil. Cet outil-là, en fait, il va avoir effectivement différents objectifs hein, à servir dans l'organisation, au-delà je dirais, du pilotage. Ici, je vous ai mis effectivement quelques déclinaisons de ces objectifs-là, mais c'est surtout le constat qu'on a souvent avec nos clients et tout simplement les organisations avec qui on partage cette problématique hein, de l'outil, c'est que vraiment on est sur une offre pléthorique, qu'on a une visibilité assez réduite finalement de qui fait quoi et de la distinction des uns et des autres. Alors moi aujourd'hui sur les
temps là qui nous reste avant la fin de ce webinaire, c'est de pas vous donner un éclairage et un comparatif benchmark poussé, mais c'est vraiment de se dire qu'effectivement aujourd'hui différents outils, parce que finalement différentes cibles, ça sera bien en fonction de votre niveau de maturité, au niveau de vos besoins à adresser, qu'il s'agira de sélectionner le bon outil. On sait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du marché des outils, il y a la couverture effectivement fonctionnelle qui n'est pas la même d'un outil à l'autre. Certains vont être plus dans la planification, d'autres vont couvrir plus la gestion des risques ou le pilotage du budget, etc. On a aussi, je dirais, des clés de segmentation de ces outils en fonction, voilà, de leur flexibilité, du niveau de paramétrage qu'ils permettent. Quand certains outils sont complètement ouverts et entièrement paramétrables, d'autres s'avèrent effectivement moins souples. Par exemple, une organisation qui aujourd'hui à une méthodologie de gestion de projet, eh bien l'outil devra s'adapter à cette méthodologie-là. Et donc là, je dirais le full paramétrable peut être intéressant. Alors que dans le cas où l'organisation n'a pas vraiment de méthodologie, voire même inexistante, c'est vrai que l'outil devrait porter finalement cette méthodologie, et ce qui expliquerait qu'il serait moins souple. C'est notamment le cas par exemple de l'outil d'ICAR, Suite Projet, qui porte la méthodologie donc SMPP. Et puis voilà, tout un nombre je dirais, de critères de ces outils qui font que ils s'adressent plus ou moins à une organisation, à un niveau de maturité. Ce que l'on peut aussi poursuivre sur ce sujet-là, c'est que on a essayé de vous donner dans les slides qui vont venir finalement des repères, des trucs et astuces pour mieux servir ce sujet de comment choisir son outil. On se rappelle effectivement bien que l'outil n'est pas une fin, mais seulement un moyen, et qu'il n'a qu'un seul objectif, cet outil PPM, de suivre et de piloter les projets et les portefeuilles, qui va s'intégrer lui-même dans je dirais, des livrables au niveau de la gouvernance. Donc, il fait partie aux côtés effectivement du niveau de processus et de guide, mais aussi il s'intègre tout à fait dans l'ensemble je dirais, des démarches de conduite du changement. Alors, un premier niveau d'astuce, je dirais, en tout cas de recommandation qu'on peut vous faire, c'est vraiment de clarifier et de bien identifier vos besoins. Comme vous le disiez, vous, Michel, au préalable, vous aviez clairement voilà, identifié vos objectifs. Et bien, il s'en sera de même pour le choix, en fait, la réflexion autour de l'outil. De bien comprendre aussi et de bien formaliser ce qui est attendu de l'outil, et de ne pas sous-estimer l'impact qu'il va avoir sur l'écosystème, évidemment, du système d'information, mais tout simplement aussi de vos processus internes. Et surtout, tout de suite intégrer dans votre réflexion effectivement de cet outil, mais dans une prospective à plus ou moins long terme. Un autre effectivement niveau de questionnement que l'on invite très fréquemment à vous laisser entre les mains, donc organisation, c'est de déjà se pencher sur la culture de votre organisation, c'est de comprendre effectivement aujourd'hui qu'est-ce qui est fait finalement en matière de projet, culture projet, les habitudes que l'on a avec les solutions logicielles, comment on fait aujourd'hui pour suivre les temps, etc. C'est de bien se saisir de ce périmètre-là. C'est aussi de comprendre déjà et je dirais, d'établir clairement les activités qui sont portées par l'organisation en termes de production, la logistique, les processus qui sont établis, pour justement mieux comprendre l'impact de cet outil et en tout cas en dessiner ce qu'on en attend. Il y a un élément aussi qui est très important à se saisir, c'est forcément les objectifs d'affaires et les priorités que l'on a vis-à-vis de cette solution. Est-ce que l'on cherche effectivement dans l'amélioration du pilotage des projets le suivi des plans de charge? Est-ce qu'on souhaite piloter le budget? Est-ce qu'on souhaite suivre les temps, etc. Et tous ces critères-là d'importance vont vous donner effectivement une matrice finalement sur les critères de choix.
Ce qui est très important à notre sens, je dirais dans ce stade de réflexion, c'est véritablement d'impliquer l'ensemble des parties prenantes dans le choix de la solution. Il est important que l'on puissiez vous saisir, je dirais, des avis, des exigences, des besoins de toutes ces parties prenantes pour mieux justement sélectionner et adapter, en tout cas en termes de compromis ou consensus, l'outil qui sera retenu. Donc finalement, c'est plusieurs questions à se poser avant de choisir une solution et ne pas hésiter finalement de se faire accompagner d'un expert fonctionnel qui a l'habitude justement de ces contextes pour pouvoir sécuriser au mieux finalement le déploiement et vous aider dans l'élaboration des objectifs et des critères de choix. Les points de vigilance à avoir évidemment, et c'est des questions qu'on a très vite, je dirais, à aborder, c'est la problématique du coût, mais ne pas se laisser guider uniquement par ça. Quel est le modèle économique de l'outil, la problématique de la technologie, hein, effectivement, est-ce que l'on veut qu'elle soit donc intégrée à notre système ou pas, quel type de sécurisation des données on a besoin, la fiabilité de l'éditeur. Voilà, c'est autant de questions que vous pouvez vous poser. Notamment aussi le support SAV, est-ce qu'il est disponible, sous quelle forme, est-ce qu'il existe une communauté d'utilisateurs. C'est voilà, c'est des éléments qui peuvent aussi alimenter votre réflexion vis-à-vis de la sélection de l'outil. À ce stade-là, on vous dira, nous, en termes de conseils, c'est vraiment d'aller à l'essentiel hein, sur les différentes offres disponibles. On a vu que l'offre du marché était vraiment pléthorique et qu'en fonction voilà, des besoins que vous avez identifiés, vous concentrez sur les deux, trois solutions qui vous semblent intéressantes et de bien se saisir de l'idée que le mieux vous aurez exprimé vos besoins, le plus vous aurez clarifié vos critères de sélection, d'évaluation, et je dirais, plus efficace se fera le premier niveau de sélection. Donc finalement, le bon outil, ce qu'on nous pose assez souvent comme question, c'est finalement lequel qui sera le meilleur, qui tirera son épingle du jeu. Finalement, il n'y a pas de bon ou mauvais outil, il y a surtout celui qui répondra à vos besoins et finalement qui aura rempli l'ensemble des critères de sélection. Donc surtout de bien se dire que c'est l'outil qui correspond à mon organisation, à mon niveau de maturité et avec ça, a priori, vous serez normalement sécurisé sur l'adaptation de cet outil dans votre démarche globale de gouvernance de portefeuille projet. Pour continuer sur ce point-là, on a effectivement ici repris cette idée-là qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, mais en tout cas un outil adapté à vos objectifs. Et quand on dit adapté, c'est un point que j'essaye de faire passer effectivement depuis le début, c'est de surtout bien identifier sa maturité projet. Quand on comprend en tout cas où en est le niveau, je dirais, de gestion, de pilotage des projets au sein de l'organisation, le niveau de professionnalisation, ça va permettre effectivement de mieux comprendre son besoin en termes d'outils. Alors Icar, je vous l'ai dit en tout début de séance, s'est doté dans sa plateforme d'outils d'e-quiz en fait, de tests d'audit sur ce niveau de maturité. Donc c'est testmaturité.com. Et cet outil a été construit au travers effectivement du référentiel, des exigences en fait du référentiel. Et c'est un moment où vous allez pouvoir justement vous poser les questions, où j'en suis moi dans au niveau de l'organisation, dans les process établis de gouvernance. Je vous ai mis ici sur cet écran la présentation de l'interface de testmaturité.com qui vous permettra de réaliser cet audit. Donc très simple à prendre en main, il suffit de lancer effectivement le test et vous aurez tour à tour différentes questions qui vous sont posées et qui sont ni plus ni moins l'ensemble des points traités au sein du référentiel. Voilà. Et au fur et à mesure que vous progressez dans le test, les rubriques que vous avez en haut à gauche se colorent en vert, qui signifie que vous avez rempli donc l'ensemble des questions. Et à la fin de votre test, on vous demande de nous donner
accès à votre coordonnée mail et on vous envoie un rapport complet donc d'audit. Et dans ce rapport, vous allez pouvoir vous saisir non seulement de votre niveau de maturité, en sachant que le référentiel SMPP se positionne sur 3 niveaux de maturité, et vous pourrez aussi vous saisir des sujets en fait je dirais de priorisation en termes de développement de votre gouvernance, et donc de mieux comprendre finalement quel type d'outil il va vous convenir pour en fonction de votre niveau. Donc choisir un outil, on l'a vu, c'est déjà le présélectionner, et puis c'est le tester, le tester même beaucoup, le tester au travers de ce qu'on appelle donc un POC, un Proof of Concept, et c'est de se dire que en grandeur nature, dans presque le réel, d'utiliser, voilà, ne pas hésiter à utiliser au travers d'un POC, c'est les 2-3 outils que vous aurez sélectionnés, comprendre les points forts, les points faibles, peut-être repenser certains éléments de sélection ou de priorisation en fonction de vos besoins, et toujours intéressant de pouvoir manipuler et de bien s'approprier le bénéfice ou les risques d'un outil. Donc faire du POC, faire manipuler cet outil. Et ne pas hésiter toujours à se faire accompagner par un expert dans cette démarche-là, au travers d'un POC, puisque là aussi, au-delà de tester l'outil, vous allez comprendre que la structuration, finalement, la méthodologie de gouvernance peut certainement être aussi prise en main au travers de l'outil. Et donc, la recommandation qu'on peut vous faire, c'est vraiment de testez-en plusieurs, pour que votre choix et la décision finale soient la plus éclairée et la plus sécurisée possible. Quelques secondes sur le paysage de ces outils, on n'en dira pas plus, hormis le fait qu'elle est vraiment l'offre pléthorique. Je ne sais pas vous, Michel, ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce que vous percevez sur ce marché des outils PPM. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui? Disons qu'à l'époque où moi j'ai implémenté le PPM, il n'y avait pas grand-chose, c'était il y a quand même une grosse dizaine d'années, donc c'était essentiellement des modèles Excel, ERP ou bien une suite intégrée qui comprenait le management de projet et au-dessus de ça la partie gestion de portefeuille. Mhm. Maintenant, ce que je vois, c'est que les outils ont acquis beaucoup de maturité, ils se sont beaucoup enrichis en fonctionnalités, ils se sont aussi beaucoup ouverts. Oui. Et donc, ils permettent de prendre des solutions et de prendre simplement une brique d'une solution et d'avoir une intégration possible à la fois vers les systèmes financiers de l'entreprise et aussi vers les systèmes de gestion de projet de l'entreprise, Mhm. avec des flux d'informations bidirectionnels entre les projets et le portefeuille, et puis au minimum des remontées d'informations depuis le portefeuille vers les finances. Donc ça s'enrichit et ça s'ouvre, je pense, au niveau intégration des outils. Mm. Effectivement, donc ça c'est quelque chose que l'on observe très nettement, et c'est en ça aussi que ben finalement on se dirait que le choix de l'outil doit être partagé, quand je vous disais donc par les parties prenantes de ce projet interne finalement, et parce que voilà, ne pas négliger son impact sur l'ensemble effectivement de votre écosystème et d'outils, mais aussi de processus. Je regarde l'heure et je vois qu'on a dépassé un petit peu, donc je voudrais clôturer sur ces quelques mots. Quelques questions nous ont été posées, mais plus d'un point de vue, je dirais, sur l'offre ICAR. Donc je reviendrai vers vous individuellement par mail pour traiter ça sur les différents pans de notre offre conseil et démarche. Il ne me reste plus qu'à vous remercier grandement tous d'avoir été présents. Merci aussi à vous, Michel Operto, de nous avoir fait l'honneur de votre présence. N'hésitez pas du coup tous à vous rendre sur le blog de Michel. Vous pouvez peut-être nous rappeler, Michel, son adresse? Oui, il s'appelle Dantotsu PM ou bien le blog du management de projet tout attaché.com. Le blog du managementdeprojet.com. Très bien. Eh bien, écoutez, encore un grand merci à tous et à la prochaine session Web Café qui se déroulera le 23 mars prochain. Et là, on ferons un zoom tout particulier sur notre outil PPM chez ICAR qui s'appelle donc Suite Projet. Je vous remercie à tous. Très bonne journée.